Eh bien, bonjour, Vinciane Després, soyez la bienvenue à la Maison des Sciences Humaines Alpes, ici. Vous êtes philosophe, vous êtes professeur à l'Université de Liège, et je vous ai découverte à travers le livre « Que diraient les animaux si on leur posait les bonnes questions ?» On pourrait dire la même chose des morts, peut-être. Vous leur posez toutes nos questions. Non pour faire œuvre de ventriloquie post-mortem, ou pour jouer à un jeu sépulcral de spirit, vous qui êtes toujours, c'est vraiment constant, si spirituel. Vous lire, même sur la mort, cela reste fun. Funéraire même. Vous nous parlez avec gravité de la mort, mais avec un clin d'œil. Vous bricolez, pour notre joie, une éthologie du cimetière, une ethnographie du caveau, une anthropologie du tumulus. Vous savez nous montrer combien l'entretien avec nos morts préserve les vivants. À travers votre cabinet des curiosités mortuaires, vous faites renaître de leurs cendres nos chères reliques. Et vous nous rappelez combien certains morts savent nous rendre heureux. Merci donc d'être venu parler à tous ces vivants que nous sommes ici, mais aussi à distance, et bonjour aux personnes à distance, de vos découvertes tombales. Les morts ont tout leur temps. Pour marquer notre différence avec eux, laissez-moi vous rappeler que nous avons à peu près 3/4 d'heure pour vous écouter, pour nous réjouir de votre délicieux thanatolecte. Ensuite, nous pourrons échanger ensemble nos feux follets. À vous, très cher Vinciane, et merci d'être là. Très cher Laurent, merci beaucoup pour cette belle invitation et merci à tous ceux qui sont venus pendant une heure de table, une heure de midi, venir pour m'écouter. Donc je vais commencer directement pour être sûr de ne pas trop déborder justement. Alors commençons par une histoire puisque ce sont des récits qui vont nous accompagner. C'est cette histoire, c'est une dame qui habite, c'est une histoire que j'ai souvent racontée. C'est une dame qui habitait le village de Mansfield en Angleterre. Et cette dame avait promis à une de ses amies proches, alors que celle-ci était très malade, que lorsqu'elle mourrait, elle n'oublierait pas de mettre dans le cercueil des lettres que son fils lui avait adressées, fils qui était depuis quelque temps décédé. L'amie meurt, et voilà-t-il pas qu'elle oublie. Elle resta désemparée, jusqu'à ce que le facteur du village décède à son tour. Elle alla donc voir la famille du facteur et demanda à celle-ci la permission de déposer les lettres dans le cercueil de ce dernier. Elle savait, dit-elle, qu'elle pouvait avoir confiance dans le fait qu'il serait aussi diligent comme facteur dans l'autre monde que ce qu'il l'avait été dans celui-ci. Alors cette histoire est déjà ancienne et on la trouve dans l'édition du 14 février 1829 du Morning Herald. À noter que plus bas, sur la page du même journal, dans la même édition, on pouvait trouver l'annonce d'une conférence sur la matérialité de l'esprit, ce qui montre que différentes cosmologies pouvaient vaillamment coexister. Alors j'apprécie moi particulièrement cette histoire, d'abord parce qu'elle met en œuvre cet humour particulier que je retrouverai souvent, presque 2 siècles plus tard, alors que je mènerai ma propre enquête sur la manière dont les vivants et leurs morts continuent d'interagir. Cette histoire rend en même temps lisible 2 dimensions particulières que j'ai pu collecter dans tous les récits que j'ai pu récolter et ceux que certains de mes étudiants ont récoltés pour moi. Alors la première de ces dimensions, c'est l'étonnant régime d'obligation qui traverse cette histoire et nombre d'histoires qui m'ont été racontées. La seconde, je vais m'en expliquer. La seconde est un peu plus compliquée à résumer. C'est le fait que les personnes à qui l'expérience de continuer les relations arrive, ou plus précisément celles qui décident d'accueillir cette expérience, ne situent jamais celle-ci dans le régime du ou bien c'est réellement arrivé, ou bien ce ne serait qu'un produit de ma subjectivité. En fait, ce que ces personnes font, c'est maintenir et garder toujours toutes les possibilités interprétatives ouvertes. Toutes les interprétations restent possibles.
Commençons par les obligations. Les morts, pour le dire vite, ont un pouvoir de coercition absolument étonnant. Ce qu'ils demandent très souvent sera non seulement entendu, mais va obliger les vivants. Ainsi, une jeune femme a raconté à une de mes étudiantes en psychologie ce rêve après la mort de son père. Je cite les paroles de la personne elle-même telle qu'elle le raconte. « La dernière fois qu'on avait le projet de vendre la maison, j'ai rêvé de cette maison. Notre père est venu, dans le rêve, et il nous a dit « Allez, montez au grenier, il va y avoir une tempête. » Cette tempête qu'on regardait par la fenêtre, c'était des morceaux de pierre, de vent et de mer. Cette maison, avec lui, elle nous a sauvés. C'est lui qui nous a dit qu'il faut la garder d'une certaine manière. Et ça, c'est dans notre rêve, je l'ai rêvé. Oui, ce sont des rêves comme ça. Là, finalement, on a décidé de garder la maison, de ne pas la vendre. Le père, par-delà la mort, a continué à donc demander des choses à ses enfants. Et ceux-ci lui ont obéi. L'aurait-il demandé de son vivant ? Il est probable que cela n'aurait pas été entendu. Et il est probable aussi, d'une certaine manière, qu'il n'aurait pas été obéi, même si ça avait été entendu. Je remarquerai en passant, juste pour annoncer mon deuxième thème, la deuxième dimension, que cette jeune femme utilise des mots très particuliers lorsqu'elle raconte ce qu'elle comprend de son rêve. D'abord, elle dit « notre rêve », donc ça veut bien dire que c'est une histoire familiale et collective qui lui arrive, mais elle dit certes « notre père est venu ». D'un côté, elle dit « notre père est venu ». Donc c'est vraiment très réaliste. Là, elle est complètement dans le rêve. Elle le vit comme un film avec tout le réalisme de l'expérience vécue. Mais elle ajoute en conclusion, c'est lui qui nous a dit qu'il faut la garder d'une certaine manière. Et donc, elle précise que ce qu'elle comprend, c'est d'une certaine manière qu'il faut le comprendre, que le père a dit d'une certaine manière. Ce d'une certaine manière indique bien le régime dans lequel se situe son discours. Ce d'une certaine manière dit bien qu'il s'agit de sa part d'une interprétation et qu'elle le pose ainsi. C'est comme si elle disait, c'est une manière de comprendre, c'est une interprétation du rêve, ce qui veut dire, il y en a possiblement d'autres. On est dans le régime de l'hésitation. On va y revenir plus longuement. Je vous raconte encore une histoire d'obligation que j'ai lue chez l'ethnologue Christophe Pons, qui a mené, quant à lui, ses recherches en Islande. En Islande, dit Pons, les espaces oniriques font l'objet de visites fréquentes de défunts pour quantité de motifs. Et c'est très très normal, hein, c'est vraiment visiblement d'une très grande banalité pour les Islandais, le fait qu'on ait un mort qui vienne vous voir en rêve. Alors les motifs, ça peut être la demande qu'un enfant à naître porte le prénom de celui qui vient en rêve, et dont certaines femmes apprennent parfois qu'elles sont enceintes grâce à cette visite, voire le sexe de l'enfant grâce à cette visite aussi. Ça peut être des avertissements de danger, des mises en garde, des manifestations de soucis. Mais voilà l'histoire qui est encore un peu différente. C'est une des informatrices de Pons qui lui raconte qu'une femme était un jour venue dans son rêve pour lui dire qu'elle n'était pas contente, selon ses mots, de ce que sa fille était en train de faire en ce moment et qu'elle lui demandait de lui faire savoir. Alors, la rêveuse ne sait pas du tout à qui elle a affaire. Elle ne reconnaît pas la morte qui est venue dans son rêve. Donc, elle va commencer à mener une enquête. Essayer de savoir, mais qui a perdu sa mère dans les gens que je connais. Et elle finit par comprendre que c'est une ancienne amie de lycée qui a déménagé et qui est partie à l'autre bout du pays, qui vient de perdre sa mère. Elle lui a donc téléphoné et lui a demandé « Qu'est-ce que tu es en train de faire pour ça en ce moment ? J'ai vu ta maman qui m'a dit de te dire qu'elle n'était pas contente de ce que tu fais. » Vous imaginez à quel point ça peut être banal en Islande. Vous imaginez quand vos amis vous téléphonent à propos de votre père décédé, vous disent à propos, j'ai eu ton père en rêve. Vraiment, t'exagères pour le moment. Je pense que ça passerait pas aussi facilement que ça. L'amie lui avoua à ce moment qu'elle était en train de vendre une commode dont sa mère n'avait pas voulu qu'elle se défasse. La fille retourna donc chez l'acquéreur et réussit à le convaincre de lui retourner le meuble. Ce qu'il accepta, et la mère revint en rêve pour la remercier. Les interprétations que convoque ce rêve nous amènent donc à une autre caractéristique de cette situation. Elle mobilise beaucoup d'imagination. Et c'est bien ce qu'on peut reconnaître à la dame de Mansfield. Mais également à la jeune femme qui arrivait de sa maison, ou encore à la dame visitée en rêve par la mère d'une amie. Toutes ces personnes sont mises au travail de l'interprétation.
C'est toutefois un peu risqué de parler d'imagination, dans la mesure où on pourrait penser qu'il ne s'agit, dans ces cas, que de la pure fiction. Dans cette perspective selon laquelle l'imagination s'opposerait à une façon de concevoir, de percevoir, plutôt à une façon de percevoir qui, elle, serait réaliste. Or, je définirais l'imagination autrement que dans ce rapport un peu étroit et binaire. L'imagination s'apparenterait plutôt à ce que le philosophe Henri Corbin appelait l'imaginal, la capacité de percevoir des choses que normalement on ne perçoit pas. Une fois l'imagination définie sur ce mode, vous ne statuez pas a priori sur le régime de vérité qui est engagé. Vous ne statuez pas sur la question de savoir si ou bien ce que vous percevez existe vraiment dans le monde, indépendamment de vous, ou bien c'est une pure production de votre subjectivité. La philosophe Isabelle Stengers écrivait à ce sujet « La bêtise qui nous est propre », elle parle de nous les modernes, « la bêtise qui nous est propre, c'est le fait que nous fassions prévaloir, comme si cela allait de soi, le ou bien logique, en demandant que ce qui existe en soi, indépendamment de nous, ou alors puisse être jugé et réduit à une simple production humaine. » Or, cette bêtise à laquelle Isabelle nous demande de prêter attention, et on en arrive à mon deuxième thème, je ne l'ai pas rencontrée dans les récits qui m'ont été proposés, bien au contraire. Ce sont des récits qui maintiennent la question toujours ouverte, l'imagination active, l'hésitation sur le qui-vive et l'histoire vivante. Et ce qui fait à la fois la force de ces récits, leur puissance et leur raison d'être. Je vais commencer pour aborder la question des récits, à les placer sous le signe d'une phrase que Annie Dupéret, la comédienne et réalisatrice, relayait. Du fait, c'était en fait une phrase que lui avait écrite une de ses lectrices. Donc Annie Dupéret avait écrit un livre qui s'appelle Le Voile Noir, où elle raconte la mort de ses parents et la vie qu'elle a dû mener, les questions que laissait ouvertes la mort de ses parents, puisqu'ils sont morts quand elle était toute petite. Et après l'écriture du livre Le Voile Noir, elle a reçu un très nombreux courrier de lecteurs et de lectrices, et elle a décidé de publier ses lettres. Et voici ce qu'une de ses lectrices lui envoie, un extrait en tout cas. « J'ai 1000 raisons de vous dire cela. Les morts ne sont morts que si on les enterre. Sinon, ils travaillent pour nous, ils terminent autrement ce pourquoi ils étaient faits, et nous devons les accompagner et les aider à nous accompagner dans un va-et-vient dynamique, chaud et éblouissant. » Avec ces quelques mots, l'autrice de la lettre saisit un des thèmes parmi les plus caractéristiques des relations qui, chez nous, se nouent entre ceux qui restent, comme le disent joliment les Anglais, les left behind, ceux qui restent en arrière, et ceux qui ne partent pas tout à fait, puisque visiblement, il s'agit là d'un destin posthume qui peut arriver. Celui, en fait, est le destin qui noue celui qui reste, et celui qui n'est pas tout à fait parti, c'est celui d'un accomplissement auquel le mort lie le vivant. Ce qu'elle dit, c'est terminer ce pourquoi on est fait, évoque bien un accomplissement. Le mort va terminer ce pourquoi il est fait. Je veux dire par là que, explicitement ou implicitement, les récits témoignent du fait, d'une part, qu'il y a encore quelque chose à faire, qu'il y a quelque chose à achever, et d'autre part, l'exigence du à faire ne vient pas donc seulement de nous, du sentiment qu'on aurait qu'il y a quelque chose encore à faire que les morts n'ont pas accompli, ni seulement des morts. Ils ont besoin de nous, nous avons besoin d'eux, mais sans nous, ils ne peuvent rien, ce que traduit notamment ce qu'elle raconte en termes de va-et-vient dynamique, ce nous devons les aider à nous accompagner. Et cette formulation signe syntaxiquement, par l'indétermination, ce que je désignerais comme la polyphonie des régimes d'action. Qui agit, qui fait agir. Bref. Et c'est cette indétermination des récits qui m'a très tôt dans la recherche interpellée. Il y avait donc quelque chose dans ces récits. L'histoire qui suit était racontée à une autre de mes étudiants, une doctorante en l'occurrence, Laura Perrichon, qui a rencontré André, qui lui a raconté qu'à l'enterrement de son père, un verre a littéralement explosé dans la main d'un de ses oncles. Ils se sont dit, ça c'est un coup de papa. Mais 2 ans après,
À la mort de sa mère, le phénomène se reproduit exactement de la même manière. Ça, dit-elle, c'est quelque chose qui m'a donné à penser, en disant « mais qu'est-ce qui se passe ici ?» C'est comme s'il mettait un peu de légèreté dans quelque chose qui était lourd et difficile. Quelque chose qui m'a donné à penser. Voilà exactement les mots de André. C'est également cela que finalement les récits évoquent, ou plutôt invoquent ou convoquent. Il y a de la matière à penser. Et ce que font ces récits, ils conduisent la pensée, ils empêchent d'interrompre le travail de la pensée, ils prolongent en quelque sorte le travail de la pensée qui est mis en œuvre au moment de la perte d'un être qui compte. Mais ce n'est pas tout. Ça, ce n'est que la première partie du puzzle. Car il y a dans l'énoncé d'André ce que j'appellerais un opérateur polyphonique. Le comme si du c'est comme s'il mettait un peu de légèreté dans quelque chose qui est lourd et difficile. Ce comme si introduit l'indétermination. Il affirme en même temps qu'il met en doute le fait que le père ait vraiment voulu adresser un signe en cassant les vers. En fait, il met en doute non pas au sens de la suspicion, il met en doute au sens de on ne peut pas l'affirmer et on ne peut pas affirmer l'inverse. En fait, le comme si stipule qu'il y a au moins deux versions possibles de cette histoire et le comme si maintient activement l'hésitation quant à l'origine de l'action. Est-ce une intention du père ou une coïncidence que nous lisons comme une intention? Le vers qui casse pourrait être un signe adressé, un signe qui peut signifier des intentions, mais sur lesquelles on ne peut qu'hésiter. C'est ça la phénoménologie des signes, ou presque on peut dire l'éthologie des signes, ou plus précisément leur mode d'emploi. Ils font hésiter quant à la bonne manière de les interpréter. Nanou, ça j'ai trouvé dans la littérature d'un livre sur le deuil, Nanou raconte que le jour anniversaire d'un beau voyage fait autrefois avec son mari, à présent décédé, elle va 10 ans plus tard, à la date anniversaire de ce voyage, sur le même lieu du voyage avec sa fille. Et elle s'achète des boucles d'oreilles à un moment donné, et puis elle le regrette amèrement parce qu'elles étaient vraiment trop chères. Sa fille, pour lui faire changer les idées, lui dit « Mais maman, pourquoi tu n'achètes pas un billet de tombola ? Cette coïncidence des dates, de lieux, etc. Pourquoi ne pas en jouer ? Allez, achète-toi un billet de tombola. » Et le billet de tombola, vous vous en doutez, était exactement de la valeur du bijou. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Enfin, le billet de loterie, pardon. Qu'est-ce qu'elle dit, Nanou ? Et c'est très joli. C'est comme s'il avait voulu me faire un cadeau. Est-ce le mort qui est intervenu ? Est-ce qu'on est particulièrement disponible à les entendre quand les lieux et les dates coïncident ? Les signes sont-ils fabriqués pour permettre cette disponibilité ? Eh bien, Nanou traduit elle-même de manière très très intéressante les possibilités plurielles ou polyphoniques de cette histoire lorsqu'elle conclut. Je suis sensible à certains faits dans lesquels je peux déceler les signes de la présence de mon mari, ou pour être plus exact, de la vitalité de notre histoire dans ma vie d'aujourd'hui. Et donc elle dit, à la fois, il y a sa présence, et puis à la fois, elle dit pas du tout, c'est la suite de sa présence, c'est la vitalité que notre histoire a conservée du passé. Voilà ce qu'introduit ici le comme si. Il fait hésiter entre le fait de comprendre un signe comme une présence réelle, la présence de mon mari, ou dans une version plus matérialiste, comme l'indice de la vitalité d'une relation qui se maintient dans et grâce au souvenir. On revient à André, parce que André a quand même des jolies histoires à nous raconter. Elle racontera que sa mère, en fin de vie, donc cette même mère qu'on a enterrée il y a 2 minutes et qui a connu les vers qui explosent dans les mains des oncles, donc raconte que la mère, en fin de vie, souffrait terriblement. Et elle dit qu'un soir, en revenant de la maison de retraite de l'IPAD, elle s'est tournée intérieurement vers son père, dont je vous rappelle qu'il était mort 2 ans auparavant, et pour lui demander « Écoute maintenant, ça suffit. Tu viens la chercher, moi je ne veux plus la voir souffrir comme ça. » C'était le 15. Le 16, à 2 heures du matin, la maison de repos téléphone, maman est décédée. Je sors de mon sommeil et je me dis « Ce n'est pas possible. » Parce que quand j'ai dit ça à papa, je n'attendais pas à ce qu'il le fasse.
Hein? Et alors elle continue. Hein? Comme ça, hop! Je me suis demandé, alors elle se met au travail de la pensée, elle réfléchit. Je me suis demandé si c'était un lien à maman, donc son propre lien à sa mère, qui faisait que, parce qu'on dit parfois aussi, le lien à la mère, qu'on la laisse partir et que, et elle laisse la phrase en suspens, mais on la comprend très bien, sa phrase. Donc elle aurait donné elle-même, par un lien quasi télépathique, l'autorisation à sa mère de partir. On l'entend, plusieurs histoires se croisent. La possibilité que le père soit intervenu. Mais ça pourrait être plus simplement le fait que le lien à la mère soit suffisamment fort pour que le désir de la fille devienne comme une autorisation pour sa mère à mourir. Et cela pourrait être aussi une coïncidence. Et cela pourrait être, et là je vous laisse imaginer, le fait qu'en voyant sa mère si mal, elle a dû souhaiter sa mort, mais la pensée possible aussi, peut-être parce qu'elle sentait que quelque chose, on était vraiment à la fin, et que donc son désir, en fait, ne faisait que refléter ce qu'elle voyait devant elle. Bon, chacune de ces versions est là, non pas pour affaiblir une autre version, mais pour ne pas lui laisser toute la place, pour ne pas l'ankyloser dans une position de cause, c'est pour la garder vivante, en fait, pour prolonger la puissance active de l'histoire. On pense que les signes, quand ils ne nous effrayent pas, parce que parfois les gens ont des signes qui sont quand même un peu effrayants en disant « mais c'est pas du tout le monde dans lequel j'avais pris l'habitude de vivre », on pense que les signes, donc quand ils ne les effrayent pas, rendent heureux parce qu'ils créent le contact avec celui qui manque. C'est pas faux, mais cela reste très partiel. Ce que font les signes, c'est attester en même temps qu'ils le créent d'un autre rapport au monde, d'une rupture dans ce rapport pour instaurer des connexions inhabituelles. Là, nous serons sensibles à ce que pourra susciter une autre manière de sentir et le monde devient imaginatif. Ou plutôt, sa puissance imaginante, sa vitalité d'un seul coup nous apparaît. Alors, ce qui me fait dire que les signes font sensation. Discrètement, les signes procèdent par intensification. Ce qui apparaît quand on écoute ces histoires, et c'est une de leurs dimensions cruciales, c'est qu'elles sont donc rarement polarisées de façon dichotomique entre deux régimes bien distincts de rationalité ou d'extraordinaire ou d'enchantement. Les événements ne se situent jamais aux extrêmes de cette polarisation. Au contraire, le motif qui anime ces récits, leur moteur ou leur mobile au sens de ce qui les fait bouger, est justement d'explorer les interstices, de faire communiquer les écarts. Le récit suit le mouvement de l'expérience elle-même, l'expérience de mise en doute, l'expérience d'enquête, l'expérience d'hésitation. Le mouvement de la narration qui vacille entre les versions, c'est moi, c'est peut-être lui, serait alors du registre des reprises. En d'autres termes, les présences des morts manifestent des manières d'être, elles ont des manières d'être présentes, bien plus compliquées que le ou bien. Elles ne sont pas dans le tout ou rien, ou bien entre « il était vraiment là » et le « c'est un produit de mon imagination, c'est une hallucination, c'est le produit du désir ». Je pense par exemple à ce très joli témoignage de Rachid, qui avait perdu son jeune frère dans un accident de moto à Bruxelles, et qui parlait du fait de ressentir sa présence. Voilà ces mots, parce que ça c'est un truc auquel j'ai prêté extrêmement attention, et j'ai demandé à mes étudiants de prêter très attention, c'est de reprendre exactement les mots que les gens disaient. On les enregistre pas pour ne pas créer de soucis par rapport à ça, et en plus le fait de recopier les mots que les gens disent, ça ralentit le discours, et ça permet aux gens de bien réfléchir à ce qu'ils disent, et ça produit des discours beaucoup plus sophistiqués de ce fait-là. Donc voilà les mots tels que Rachid les propose. Est-ce que donc il ressent sa présence? Il répond plusieurs fois, par des ombres, par un bruit, le rêve, par les objets qui lui appartiennent aussi. Dès que je ressens sa présence, j'accepte d'abord cette présence et j'essaye de laisser les portes et les fenêtres ouvertes, voire même j'ouvre les tentures pour laisser la lumière pénétrer. Je n'ai pas peur ou des trucs dans le genre, je reste plutôt passif et j'essaye de faire avec. Lorsque je ressens sa présence, j'ouvre même la fenêtre pour qu'il puisse sortir s'il le désire. On sent dans ce récit une gradation très savamment orchestrée de la distribution de ce qu'on appelle l'agentivité, la puissance d'agir, l'agency, des ombres. D'abord des ombres, très peu d'agency. Ah, c'est lui qui fait tout là. Du bruit,
Ah, il fait déjà un peu moins. Un rêve, ah, on commence à entrer dans le mélange, là, on commence à entrer dans le régime d'activité mieux partagé, qui appartiennent aux défunts d'abord, et puis qui progressivement se déplacent et vont s'immiscer dans la relation, mais qui ne font toujours qu'évoquer la présence. Puis la lumière ensuite, ça c'est lui qui le dit, et les fenêtres ouvertes, qui préparent non plus l'évocation, mais ce qu'on appellerait une invocation. Et la fenêtre ouverte pour le laisser sortir s'il le désire, enfin témoigne de ce que j'appellerais un tact remarquable. C'est ça, c'est une opération de tact, d'un rituel de convocation étonnamment sophistiqué. Rachid crée la situation qui permet au désir de son frère d'exister. Non pas au désir de venir, parce que ça, c'est pas assez convaincant, mais au désir de partir, c'est-à-dire de résister à sa convocation. Et ce désir gagne d'autant plus d'autonomie qu'il pourrait s'avérer être désir de ne pas donner suite à la convocation, ou plus justement de la décliner. Le danseur et chorégraphe Luc Peton m'a raconté ce qui lui est arrivé un peu plus d'un mois, après le décès d'un danseur qu'il connaissait bien, Jean-Michel. Une trentaine de jours après le décès de Jean-Michel, j'y étais, dit Luc Peton, attentif, car le nombre de jours correspond à ce que Luc indique le livre des morts tibétains. 5 danseurs se sont retrouvés pour une pièce que Jean-Michel n'avait jamais dansée et dans un théâtre qu'il ne connaissait pas. Tous les danseurs avaient connu Jean-Michel, mais chacun séparément, si ce n'est Luc et son épouse Marilène qui l'avaient connu ensemble. Et lorsqu'ils se retrouvent après le spectacle, donc ils dansent tous les 5 ensemble, ils réalisent que tous ont senti la présence de Jean-Michel pendant la pièce. Lara l'a senti danser à côté d'elle, Marilène, l'épouse de Luc, l'a senti respirer à ses côtés. Une autre qui se trouvait à l'autre bout de la scène dit « Moi, j'ai à un moment pensé à lui ». Quant à Luc, c'est au moment d'une sortie qui le conduit dans les coulisses qu'il a senti sa présence, et il précise sa présence rassurante. Or, grâce à la chorégraphie qui est écrite, ils peuvent chacun localiser le moment où ils ont senti la présence. C'était le même moment. Et aucun indice extérieur, me dit Luc, n'aurait pu nous faire penser à lui. Comment comprendre ce qu'un Jungien appellerait une synchronicité, ou dans le langage plus familier, cette étonnante synchronisation? Rien ne l'explique. Et le chorégraphe Luc Peton, danseur et chorégraphe, ne cherche d'ailleurs pas à l'expliquer. C'est ça qui est intéressant. Il en fait un problème technique. Ce qui l'intéresse, ce sont les conditions qui rendent cela possible. Et voilà ce qu'il me dit. Justement, le fait d'être dans le spectacle, dans le souci de son déroulé, on est moins préoccupé par soi et donc on devient un instrument. On est en train de servir le spectacle. On n'est pas que soi dans ces moments-là. On est traversé. Le temps du spectacle, c'est le milieu des espaces en creux qui fait qu'on peut être possédé par son rôle et on n'est donc plus dans un rapport au réel quotidien. Luc Peton fait donc ici un véritable travail, non pas d'explication, puisque il ne s'agit pas du tout de dire si le mort était bien là ou de comprendre comment il a pu être là en même temps chez tout le monde, mais un travail de recherche sur ce qui rend possible, chez les danseurs, le fait d'être disponible à certaines expériences. Et se rendre possible est vraiment intéressant, car il évite le piège du démembrement de l'expérience. Parce que démembrer une expérience, ce serait choisir entre des conditions de nouveau radicalement subjectives, tout est dans notre tête, nous avons tous imaginé, c'est psychologique, il n'y a qu'un mois qu'il est mort, c'est bien normal, etc. Et une interprétation purement objective. Si nous l'avons perçu en même temps, c'est parce que le mort était vraiment bien là, on en a la preuve maintenant. Non, il ne choisit pas. Il ne veut pas déterminer la teneur en réalité de l'expérience, il cherche plutôt quelles sont les conditions favorables et c'est ça qui l'intéresse. Qu'est-ce qui fait qu'on perçoit des choses que normalement on ne perçoit pas? Quelles sont les bonnes dispositions? Et ce faisant, il laisse l'expérience intacte, il ne la démembre pas. Je découvrirai ultérieurement, pendant le cours de mon enquête, mais j'avais déjà fait j'avais déjà récolté pas mal de récits, mais je découvrirai ultérieurement que la folkloriste anglaise Gillian Bennett avait fait le même constat. Les personnes qui lui parlent du sentiment de présence ou de relations encore possibles présentent souvent leur récit de façon à ne pas choisir
entre une réalité objective et un effet de subjectivité. Et, constate également Bennett, elles utilisent pour ce faire tous les ressorts de la langue de manière très sophistiquée. Les récits donc sont construits explicitement, délibérément, de manière à ne pas permettre d'imposer ni l'idée d'une initiative des morts, version qu'on appelle celle de l'enchantement, ni l'hypothèse dite matérialiste, rationaliste ou désenchanteuse, qui renvoie tout à la subjectivité des vivants. Ces histoires, en fait, maintiennent avec un soin et une adresse remarquables les sources de l'incertitude. Pour moi, le roman le plus réussi à cet égard, c'est Le Tour d'écrou d'Henry James. Je ne vous le raconte pas parce que je ne peux pas vous le spoiler, mais c'est absolument fabuleux. Et je pense que le film que je n'ai pas encore vu, mais Pierre Bayard me dirait, tu peux parler des films que tu n'as pas encore vus. Puis après qu'il ait écrit le livre, comment parler des livres qu'on n'a pas lus. Le film Anatomie d'une chute a reproduit exactement le même scénario. Il suffit de demander aux gens qu'est-ce que vous pensez être la vérité. Les deux positions se tiennent. Et quand on dit aux gens, mais vous savez, il y a des gens qui pensent autrement que vous, à ce moment-là, on réalise qu'on a fait un choix. On a fait un choix en faveur d'une des hypothèses, mais que l'autre ne peut pas être définitivement exclu. On est dans ces mêmes systèmes qui sont pour moi des bijoux. C'est de l'orfèvrerie de récit. C'est de l'orfèvrerie narrative, je dirais. Bref. D'une certaine manière, ces histoires opèrent dans le régime de ce qu'on pourrait appeler l'équivoque. Et encore, l'équivoque, c'est peut-être encore un peu, ça signifierait qu'il n'y en a que un ou deux. Elles utilisent alors plusieurs ressorts, l'homonymie, utiliser plusieurs significations d'un même mot. Elles jouent sur la syntaxe. Elles favorisent des conjugaisons particulières, comme le conditionnel. Allez penser, par exemple, « Oh, il n'aimerait pas qu'on soit triste aujourd'hui ». Ou elle n'aimerait pas qu'on vende son armoire, etc., etc. Il serait content s'il nous entendait. Et aussi, il y a une grammaire, une syntaxe très particulière qui nous est un peu difficile de reconnaître, qui est la grammaire, la syntaxe de la voix moyenne. Alors je dis pourquoi elle est difficile de la reconnaître, parce qu'en fait elle n'existe plus en tant que telle dans notre langue française, et dans la plupart des langues d'ailleurs. Et c'est Bruno Latour qui nous a appris à repérer, le philosophe Bruno Latour qui nous a appris à repérer quand les syntaxes utilisaient la voix moyenne et pour quelles raisons. La voix moyenne, c'est donc une forme grammaticale particulière qu'on trouvait encore chez les Grecs de la Grèce ancienne. Alors, c'est quoi cette voix moyenne? Nous connaissons notre syntaxe, on connaît la voix passive et la voix active. Dans notre tradition, d'ailleurs, c'est extrêmement révélateur, ce dualisme, puisque cette distribution de l'activité et de la passivité s'aligne sur ce qui sépare les humains vivants, par exemple, des choses, voire même les humains des animaux, voire même les hommes des femmes. Les femmes sont souvent plus considérées comme émotionnelles et plus passives, etc., etc., entre les animaux et les plantes. Bref, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, un instrument de hiérarchisation extrêmement puissant. Et généralement, la voix active est pour les vivants, et vous en doutez, la voix passive est pour les morts. La voix active indique que vous faites les choses de manière autonome, alors que les plantes, les animaux, les choses et les morts sont généralement dotés de voix passive puisqu'ils n'ont pas d'autonomie de l'action. Les animaux parce qu'ils sont mus par leurs instincts ou décrits en termes de réaction, les choses n'agissent pas mais subissent, et les morts sont passifs pour l'éternité. Or, la voix moyenne, justement, va compliquer les choses. Il y a moyen de compliquer un peu cette dichotomie. Aucune action n'est autonome. En fait, toute action est le résultat d'une autre, et c'est ça qu'exprime la voix moyenne. Les verbes de la voix moyenne se disent en termes de faire. Alors, le dernier exemple que j'ai trouvé, qui n'était pas chez Bruno Latour, je l'ai trouvé dans un article, dans une note de bas de page, chez un spécialiste de l'ancien grec, c'est « je me suis brûlé ». Mais ça, c'est un verbe à la voix moyenne. Pourquoi? Mais c'est pas moi qui me suis brûlé, c'est le feu qui m'a brûlé. Et n'empêche que je le mets, que j'ai quand même dû aller vers le feu pour me brûler. Eh bien, vous avez la voix moyenne. Vous n'êtes ni passif, ni complètement actif. C'est le feu qui, d'une certaine manière, donc vous vous êtes fait faire par le feu, si vous voulez. Le feu vous a brûlé. Si je dis le feu vous a brûlé, ça c'est la voix passive pour vous, c'est le feu qui a tout fait. Par contre, si vous dites « je me suis brûlé », vous êtes dans la voix moyenne. Et la voix moyenne, en fait, il y a des verbes, il n'y a pas besoin de passer nécessairement par le faire, etc. Mais quand vous utilisez des verbes comme « inviter »,
convoquer, susciter, inciter, rendre sensible, etc. Ce sont des verbes à la voix moyenne. En quelque sorte, ça exprime le sens de la voix moyenne, puisque si vous êtes invité à faire quelque chose, c'est vous qui le faites, mais c'est pas vous qui êtes à l'origine de l'action. Et ce que Bruno Latour disait, on utilise la voix moyenne, on a plein de stratégies syntaxiques pour utiliser la voix moyenne quand nous hésitons sur l'origine de l'action. Et si vous êtes attentif, par exemple, et si vous lisez ce que l'on écrit aujourd'hui, par exemple, des plantes et des arbres, eh bien, vous verrez que la voix moyenne permet aujourd'hui de rendre compte de leur manière d'être. Hein, je vais dire, chez ces tout nouveaux écrits qu'on trouve sur les plantes, les arbres, c'est assez intéressant de voir comment la voix moyenne est ici convoquée, j'utilise même la voix moyenne pour le dire, pour pouvoir parler de ces nouvelles activités, des champignons, des mycéliums, des fleurs. Les fleurs séduisent des insectes, les orchidées invitent les pollinisateurs, incitent, appâtent les abeilles, les arbres mobilisent des champignons qui eux-mêmes convoquent des bactéries. Tous ces êtres se font faire des choses les uns aux autres. Et il ne s'agit en fait pas tellement d'animer le monde, il s'agit de d'hésiter un peu plus sur la manière de distribuer l'action et dans le cas des animaux et des plantes, de reprendre les descriptions avant qu'ils ne soient complètement désanimés. Ça, c'était pour faire plaisir à Laurent, tout ce petit passage. Cette voix moyenne est donc très présente dans les récits et plus particulièrement lorsque ces récits témoignent de gestes. Des personnes, par exemple, ont installé une boîte aux lettres sur la tombe de leur fille Juliette afin que ses amis puissent continuer à lui donner de leurs nouvelles et qu'elle continue d'une certaine manière à vivre pour eux. Je remercie Jean-Christophe Jamin de m'avoir offert cette histoire. Par cette boîte aux lettres, Juliette fait encore faire des choses aux autres. J'ai une amie qui porte les chaussures de sa grand-mère afin, dit-elle, qu'elle continue à arpenter le monde. Dois-je dire que mon ami fait marcher sa grand-mère? Au vu de ce que mon ami est, je pourrais le dire dans le double sens. À moins que ce soit la grand-mère qui incite mon ami à marcher en compagnie. Chaque année, à l'anniversaire de son épouse défunte, un de mes proches prépare le plat qu'elle préférait. Qui invite qui? Qui fait faire quoi à qui? Beaucoup d'autres écrivent des lettres adressées aux défunts. Ainsi, je vous rappelle, le comédien Patrick Chenet a-t-il écrit à son fils décédé dans un accident, afin, dit-il, qu'il vive quelques années de plus d'une autre façon. Rappelez-vous la certaine manière qu'évoquait la jeune femme ayant rêvé de son père. Le fils fait écrire le père et le père donne un supplément biographique à son fils. Ce que ces gestes nous apprennent, c'est à ne pas clôturer la question. Ils témoignent tous, donc tous ces gestes témoignent de ce que les morts font faire aux vivants, marcher, porter des chaussures, écrire des lettres, créer une boîte aux lettres, comme les parents de Juliette, remettre des lettres à un facteur mort, ne pas vendre un héritage ou aller le récupérer. Mais hormis ou le comme si de la voix moyenne, il y a encore d'autres techniques qui maintiennent la polyphénie des récits. Je vais vous parler du travail d'ici d'une anthropologue américaine, Alexa Agherty, qui a étudié il y a quelques années d'ici une pratique qui émerge et qui commence à émerger d'ailleurs aussi en Europe, c'est celle des funérailles à domicile. Alors qu'est-ce que sont les funérailles à domicile? En fait, c'est une initiative qui a été menée principalement en Californie, par des familles qui voulaient s'opposer et résister au traitement commercial des défunts et à toute la déritualisation qui accompagnait le traitement des corps. En plus, vous savez qu'aux États-Unis, les traitements des corps sont assez chimiques et assez violents. Bref, l'exclusion des proches, les violences d'une certaine manière faites par les techniques d'embaumement, etc. Et donc, ces activistes ont décidé d'apprendre les techniques de prendre soin des morts et puis de partager leurs expertises. Donc il y a toutes des formations qui s'organisent. Les conseillères sont formées pour se charger de résoudre les problèmes administratifs. Comme vous pouvez le savoir, on ne peut pas transporter le corps de votre grand-mère sur le toit de votre voiture. Il y a des problèmes légaux, il y a prendre soin des corps aussi, contrôler sa décomposition, puisque les funérailles à domicile, comme le nom l'indique, ça se fait chez soi, donc il faut quand même un peu ménager la sensibilité des gens, surtout de gens comme nous, qui ne sont plus du tout confrontés à la mort du fait de son éloignement, de sa quasi-disparition de nos univers, bref. Alors, elles font quelque chose d'assez extraordinaire. Ce sont des mouvements activistes, mais aussi un peu New Age, vous en doutez bien, et aussi avec aussi une très grande attention à la spiritualité. Et elles vont apprendre aux familles à organiser des veillées du défunt. Et
On les appelle, c'est surtout des femmes, c'est pour ça que le nom viendra facilement, on les appelle les sages-femmes des morts. Et s'éveiller, c'est vraiment un moment extrêmement important pour elles, puisqu'elles disent que les corps ne sont pas des objets inertes, mais conservent tout le statut de personne. Elles disent qu'il faut continuer à leur parler avec amour, doucement, en choisissant les mots avec soin, car, disent les sages-femmes des morts, si nous devons nous habituer à les voir partir, les défunts eux-mêmes doivent s'habituer à être morts et nous devons les y aider. Alors la mort ne s'inscrit donc plus dans une temporalité médico-scientifique, elle n'est plus ce qui advient à un moment déterminé, et surtout déterminé par les médecins. Elle devient un processus long dans lequel ce qu'on appelle donc la puissance d'agir, la gensi, la gentilité de la personne, sa capacité d'agir reste, comme le dit Agherty, vibrante, et notamment parce que les communications continuent d'être possibles. Alors, Agherty raconte une très jolie histoire qu'on a repris dans la revue Terrain, qu'on avait consacrée à l'utilité des morts, des carrières posthumes qu'on pouvait offrir à nos morts. Elle raconte l'histoire de Lars, qui est un musicien et qui est mort dans des conditions d'inflammation respiratoire qui rendait sa respiration extrêmement difficile. Et alors on est avec Alexa Agherty, évidemment comme anthropologue et assiste, elle est avec l'épouse Petra et Heidi, une sage-femme des morts. Et elle constate qu'on parle doucement entre soi, mais aussi avec lui. Or, il y a un problème, c'est que la bouche de Lars est restée grande ouverte et que cette bouche grande ouverte rappelle trop son agonie et cette espèce d'appel respiratoire qu'il ne cessait de lancer. La sage-femme avec l'épouse s'efforce de la lui fermer en vain. Le foulard ne tient pas. Elles finissent par se décourager et se disent on va sortir un peu de la chambre, on va se changer les idées. Et quand elles reviennent quelques instants après, Lars a la bouche fermée et sourit. Petra et Heidi tombent toutes les deux d'accord. C'est un signe qu'il leur laisse. Mais qu'est-ce qui fait signe ? Un signe, en fait, est toujours le produit d'une connexion, d'une liaison entre des êtres et des choses. Mais dans ce contexte, ce signe prend un sens particulier, puisqu'il est le produit d'une conspiration d'événements. Il n'est pas défini par son origine, qui peut rester à déterminer, on ne sait pas, ou dont la détermination, de toute façon, n'offrirait aucune garantie. Mais un signe demande toujours un destinateur. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui se sente appelé par le signe. C'est à moi qu'il s'adresse. Un signe ne part pas comme ça au hasard Balthazar. Un signe n'a de sens, en fait, qu'à être adressé. Il sollicite un interprète, ou plus précisément, il apostrophe un interprète, parce que je crois qu'on est dans le régime de l'apostrophe ici. Ce qui veut dire que l'interprète n'est pas nécessairement tenu d'interpréter, juste d'acter qu'il y a eu signe. L'interprétation peut venir après ou ne pas venir du tout. Le signe donc traduit autant qu'il active la vitalité des relations entre les vivants et les morts. En fait, je crois que le signe donne un regain d'activité aux vivants. Alors, la sage-femme et Petra sont d'accord sur le fait que le sourire de Lars est un signe. Il réconforte sa famille et ses amis et sa femme. Le dire comme ça, c'est prêter attention aux effets du signe. C'est prendre, d'une certaine manière, c'est prendre soin des événements dans leurs effets. On n'est pas obligé d'aller plus loin. Il réconforte, c'est qui? C'est quoi? C'est le sourire? C'est le signe? C'est Lars lui-même? Bref. On pourrait, si on le souhaite, et ceux qui cultivent la pratique des funérailles à domicile l'accepteraient sans aucun problème, ou même le diraient, du fait qu'ils pensent que la mort n'est en aucun cas une affaire de tout ou rien. Le cœur peut avoir cessé de battre, mais il y a toujours quelqu'un à l'intérieur, une forme de présence, quoique très affaiblie. Les sages-femmes font l'hypothèse que les morts continuent à comprendre et même à répondre aux mots des vivants, et que la question du souci n'est pas du seul ressort de ces derniers. Le mort peut répondre aux moyens d'expression faciale, d'odeur, ou encore au travers des signes de la nature ou de l'environnement immédiat. Un oiseau qui arrive, une araignée qui se dépose sur le cercueil, bref, une abeille qui entre dans la pièce. Il peut aussi parler, le mort peut encore parler à ceux qui restent, au travers des souvenirs ou de pensées qui adviennent en sa présence. Et on ne comprend pas pourquoi ces pensées viennent celles-là et pas d'autres. Bref, ce sont des signes et comme tels, ils restent ouverts à la possibilité d'être compris autrement. C'est d'ailleurs ce que va faire la sage-femme. Et ça, c'est très étonnant parce qu'elle va ajouter quelque chose. Donc, elle est d'accord avec l'interprétation de l'épouse. Et puis, elle va ajouter qu'il arrive que la mort puisse modifier la musculature du visage de telle sorte à produire un sourire post-mortem, et que c'est un phénomène assez fréquent. Or, constate Alexa Agherty, mon anthropologue, l'explication n'empêche pas l'autre.
La sage-femme ajoute une possibilité, non pas sur le mordu, ou bien, mais sur ou alors et encore, dans le registre grammatical précieux des conjonctions. Et. Cette coexistence délibérée requiert un certain type d'engagement épistémologique particulier que je retrouve dans pratiquement tous les récits qui m'ont été racontés, soit explicitement, soit dans les possibles que ces récits laissent soigneusement ouverts. Le « et » dans la proposition de la sage-femme introduit en fait une contestation non polémique. Ça pourrait être autre chose. C'est une contestation ouverte. Il n'y a pas que ça comme explication, au sens ouverte qu'elle ouvre à d'autres narrations, en termes d'il y a toujours autre chose. C'est ça, mais pas que, dirait Marisol de la Cadena. C'est un engagement dans la mesure où il transforme des manières de penser et de sentir. Ce que fait Eidis n'est pas expliquer, moins encore rationaliser, c'est agir sur des manières de penser et de sentir. C'est d'une certaine manière cultiver l'art de passer d'un monde à l'autre sans basculer, sans faire d'acrobatie, c'est faire passer aussi d'autres images pour faire communiquer des manières de penser et de sentir hétérogènes, normalement contradictoires, et de les inscrire dans des relations qui ne les rendent plus contradictoires. C'est donc apprendre à faire coexister les interprétations, les versions, les récits. Et c'est ce que font avec grand soin ceux qui font l'expérience des signes, des présences ou simplement ceux qui font quelque chose, porter un bijou, accepter un cadeau, célébrer malgré l'absence un anniversaire, écrire des lettres adressées, continuer à parler pour maintenir une forme d'existence à ceux qui ne sont plus sans, de ce fait, n'être pas plus là du tout. Une chose m'est apparue de manière récurrente dans ce que les personnes me racontaient, qu'elles ressentent une présence, qu'elles se sentent apostrophées par des signes ou qu'elles rêvent. Très souvent, la question qui suit le rêve, la présence sous les signes, c'est « qu'est-ce qu'on fait avec cela ?» C'est vraiment une question que j'ai entendue, mais quantité de fois, qu'est-ce qu'on fait avec cela? Et nous, qu'est-ce qu'on fait avec cela? Nous, chercheurs, qui écoutons les récits, etc. Nous avons été éduqués à comprendre, et c'est là notre travail. Mais ce terme ne doit-il pas, d'une certaine manière, étendre sa définition? Lors d'une conversation qui nous réunissait le philosophe Mathieu Pot-Bonneville et moi, il m'a proposé de donner au terme comprendre le sens que le philosophe Wittgenstein lui donnait. Si on donne à quelqu'un le problème suivant, 3, 6, 12, 24, il montrera qu'il a compris s'il continue en disant 48. Je ne sais si Wittgenstein avait dans la tête toutes les significations qu'on peut déployer à partir de cet exemple, j'ai quand même quelques doutes là-dessus. Mais je ne peux m'empêcher, moi, comme héritière plutôt du philosophe William James, d'entendre que comprendre, c'est bien sûr prendre avec, comme l'étymologie nous le dit, mais surtout c'est ajouter. C'est ajouter. Dans ce cadre, ça veut dire donner une suite au problème. Prendre avec se charge alors à propos d'un problème du sens d'en hériter et de le prolonger. La question devient alors, mais comment on prolonge? Et comment on prolonge, c'est qu'il y a déjà un geste qui lui-même s'attache à prolonger. Comment être à la hauteur de ce qu'il s'agit de relayer comme geste de prolongement? J'avais choisi comme titre à ma conférence « Le deuil n'est plus ce qu'il était ». Il est peut-être temps que j'y arrive. Ne vous inquiétez pas, ce sont mes conclusions. Cette phrase a de multiples significations. Elle pourrait évoquer, par exemple, le fait que certains d'entre vous le savent très bien, le DSM-5 a introduit en 2022 dans les troubles celui du deuil prolongé. Je ne vais pas rentrer dans les complications, mais c'est bon, les explications non plus. Mais c'était peut-être pas une très bonne idée. Ce qui veut dire que le deuil pourrait relever de la pathologie. Bon, j'ai choisi de ne pas polémiquer sur ce sujet. Car je crois qu'aujourd'hui, les gens qui sont en deuil manifestent bien plus de résistance par rapport aux théories qui décrivaient le deuil, des théories qui reposaient sur la conviction que quand les morts sont morts, ils sont réduits au néant. Et que donc avoir encore des relations avec eux relèverait de l'illusion, voire de la pathologie. C'est ce que j'entends dans les histoires racontées. Les personnes endeuillées ont décidé d'accueillir ces expériences, quoi qu'en pensent les psys. Mais je dois dire que les psys eux-mêmes changent beaucoup à ce sujet. Et que depuis quelques années, on a vu quantité de thérapeutes travailler avec leurs patients sur la possibilité de continuer les liens, on appelle ça les continuing bonds, les accompagner dans cette expérience et leur proposer de retrouver la possibilité de recontacter avec eux dans des séances d'hypnose.
qui, paraît-il, rendent les gens extrêmement heureux. Le deuil n'est plus ce qu'il était, ouvre ainsi la porte à des expériences imaginatives, mais au sens de l'imaginal tel que je le précisais tout à l'heure, heureuses souvent, qui mobilisent de la pensée, parfois même beaucoup de poésie. On y devient interprète de signes, on y apprend à tordre la langue pour l'assouplir, la compliquer et lui permettre d'être à la hauteur de l'expérience. On apprend à raconter des récits, on n'oublie pas et on est heureux de ne pas oublier. Et peut-être alors peut-on imaginer que les morts sont également heureux de ne pas être oubliés. Merci de votre patience.